Et notre invité politique ce matin, c'est Olivier Faure. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là, député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vessaredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Oriane, bonjour. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. On va parler de l'allocution d'Emmanuel Macron. Olivier Faure, le président de la République, qui prendra donc la parole ce soir à 20h. Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Je crois que le président a tout fait pour qu'on n'attende rien du tout de son allocution. Il a tout fait pour que le lien soit rompu. Il est face à un pays qu'il a lui-même fracturé. Et on sait bien qu'il est capable, à l'oral, de nous faire les plus grands discours. On se souvient de ces discours pendant la période du confinement, mais ce sont précisément ces femmes et ces hommes qu'il a lui-même félicité, applaudi, comme nous tous, à 20h, qui sont aujourd'hui les principales victimes de la réforme qu'il a engagée. Et donc, il pourra nous dire ce qu'il veut. En fait, vous savez, vous connaissez cette formule sur l'amour. En fait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et je pense que le président a besoin de donner des preuves au peuple français qui les entend. Ce week-end, j'étais dans ma circonscription, j'ai beaucoup marché avec les uns et les autres. Et qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai entendu des gens qui se sentaient méprisés, en colère, nous disant, mais au fond, le président ne met qu'en application ce qu'il a dit quand il était dans une gare en expliquant qu'il y avait ces gens de rien. Et ces gens qui m'ont parlé, l'un d'entre eux m'a dit, je me sens effectivement à ses yeux, je ne suis rien. Je ne suis rien du tout. Il n'écoute jamais. Il n'est jamais capable d'entendre ce que lui dit le peuple français. Et nous en sommes là. Nous sommes avec un président qui est isolé et qui s'est lui-même enlisé à l'Élysée et qui, voilà. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle, là, tant en termes de communication que sur le plan politique. Est-ce qu'il faut qu'il communique ou qu'il ne communique pas ? C'est pas le problème de communiquer ou pas communiquer. Le problème, c'est pour dire quoi ? Faut-il qu'il parle ou pas ? Mais pour dire quoi ? En fait, si c'est simplement pour nous dire qu'il est très heureux de ce qu'il a fait, qu'il va continuer et qu'on passe à la chose, enfin qu'on passe à la suite, mais je crois qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il n'y a pas de suite possible sans revenir sur la réforme des retraites. Il y a un risque que ce soit contre-productif ce soir ? Je pense surtout que tout ce qu'il fait est contre-productif. Il aurait pu ne pas se dépêcher de promulguer la loi, chercher à renouer le dialogue avec les syndicats et faire en sorte de dire bon, on va d'abord travailler sur d'autres sujets et puis après on viendra à la réforme des retraites. Ça lui a été proposé. Il y a eu une main tendue par les syndicats que j'ai trouvée extrêmement ouverte. En fait, la possibilité Mais les syndicats n'ont pas voulu aller à l'Élysée demain. Non, est-ce qu'ils ont eu raison ? Oui, ils ont eu raison. De ne pas y aller. Quand même, ils ont demandé une médiation, de mettre sur pause, de faire. Enfin, ils ont fait tous les gestes possibles et imaginables pour permettre au chef de l'État de s'en sortir sans être humilié. Et qu'est-ce que s'est-il passé en retour ? Un président qui a droit dans ses bottes, cherché à avancer et qui n'a jamais tenu compte de l'avis du monde syndical. C'est quand même de la folie. On est dans une situation où vous avez quelqu'un qui se retrouve face à 8 Français sur 10 qui lui disent « on ne veut pas » et qui dit « parce que je suis Jupiter, je continue ». Je ne lâche rien, a-t-il dit. Je ne lâche rien. Mais écoutez, moi j'ai vu des présidents de la République qui avaient une légitimité très forte, qui avaient été très largement élus ou réélus et qui pourtant ont fait le choix, par sagesse, à un moment donné, de retirer leur texte. Je pense à François Mitterrand, je pense à Jacques Chirac, qui l'un comme l'autre ont fait à un moment ce geste-là pour permettre d'apaiser et pour permettre de maintenir la cohésion d'un pays. La charge principale d'un président de la République, c'est la cohésion du pays. Ça n'est pas simplement d'en faire à sa tête. Ça n'est pas du tout la conception qu'on devrait avoir de nos institutions, de la République. Vous l'entendez, le chef de l'État, il dit « ça me fait pas plaisir de faire cette réforme, mais elle est nécessaire ». Mais j'entends ce qu'il dit, oui, j'entends ce qu'il dit. Mais enfin, la réforme est nécessaire si on veut avoir une réforme. Moi, je suis prêt à une réforme des retraites, mais pas celle-là. Et c'est de cela dont il fallait discuter. Comment est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce que le capital ne cotise pas ? Pourquoi est-ce qu'on a en fait aujourd'hui des solutions par dizaines qui ont été toutes repoussées d'un revers de la main, qui n'ont même pas été discutées par le chef de l'État ? C'est quand même ça la difficulté. Bien sûr qu'on peut réformer les retraites. Ça a déjà été fait à plusieurs reprises, simplement pas comme ça et pas en faisant en sorte que ceux qui seront demain les victimes de ce système-là sont qui ? Les femmes aux carrières hachées, les précaires, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont les métiers les plus pénibles. C'est quand même la réforme la plus injuste qu'on puisse inventer. Est-ce que du coup... Réforme d'ailleurs que le président de la République avait lui-même condamnée par anticipation à l'époque où il était candidat. Est-ce que pour vous, ce soir, ce sera une allocution pour rien ?
Je crains que ce soit une allocution pour rien, sauf à ce qu'il vienne nous annoncer que finalement, la nuit portant conseil et le week-end aussi, il vient et il retire. Mais qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire ça pour vous? Qu'est-ce que ce soir, qu'est-ce qui à 20h15 ou 20h30, je ne sais pas, fait que vous seriez content? Vous diriez, ça y est, il a entendu, il a eu raison, il a parlé. C'est pas moi qui dois être content, hein, en l'occurrence. C'est comment est-ce qu'il fait pour dire aux Français, bon, ok, j'ai peut-être un peu poussé loin. Je reviens et donc je vous dis ce soir que après avoir entendu, eh bien je retire, je mets sur pause, je fais en sorte que de suspendre et permettre d'abord de discuter et puis après on verra ce qu'on fait. Et à cette condition-là, si il était dans une situation où il crée les conditions du dialogue, où ils disent écoutez, ok, j'ai compris et donc cette réforme-là c'est pas possible, mais je veux en discuter avec vous. Bien là, on repart, on discute. Tout le monde est prêt à discuter. Toutes les oppositions sont prêtes à le faire. Et en tout cas, pour notre part, nous sommes prêts à discuter d'une réforme juste. Emmanuel Macron a promulgué la loi très rapidement après la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que pour vous, la bataille politique est désormais perdue? Non, pas du tout. Nous ne baissons pas les bras. Et nous n'avons pas dit notre dernier mot. En fait, nous allons continuer. J'ai déjà dit ce que les socialistes feraient, et avec eux, l'ensemble des forces de gauche et de l'écologie. Nous allons d'abord aller le 1er mai derrière l'intersyndicale, faire en sorte que ce soit un mouvement qui soit un mouvement historique, massif, un raz-de-marée démocratique, montrer quel est le rapport de force dans ce pays. Ensuite, nous espérons bien que le deuxième RIP qui a été déposé sera validé par le Conseil constitutionnel, et donc nous pourrons aller à la rencontre des Français pour imposer un référendum au chef de l'État. Et puis, par sécurité, nous avons aussi déposé une proposition de loi qui abroge le passage à 64 ans. Et donc, rien n'est terminé, nous allons continuer. Et là où le président se trompe grossièrement, c'est que s'il pense que ce soir, il peut nous dire « je passe à autre chose », nous ne sommes pas prêts à passer à autre chose. On va revenir sur tout ça. D'abord, une question de Fabrice. Oui, alors vous appelez bien sûr à manifester massivement le 1er mai, à maintenir une pression syndicale et politique sur le président de la République et sur le gouvernement. Après et malgré la décision du Conseil constitutionnel, vous êtes un républicain, est-ce que le maintien de cette pression, après cette décision, ça n'est pas remettre quelque part en cause l'institution ? Non, je ne vois pas pourquoi. Moi, je n'ai pas remis, j'ai pris acte de la décision du Conseil constitutionnel. Mais c'est pas parce que le Conseil valide sur le plan juridique une loi que cette loi est devenue bonne par cette seule question. Enfin, la question juridique n'est pas la question politique, et n'est pas la question morale, n'est pas la question du caractère juste ou pas de la loi. Et donc, oui, il y a aujourd'hui un problème, et il y a une confrontation entre la légalité et puis la légitimité. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui une loi qui est profondément contesté, rejeté par l'immense majorité des Français. C'est pas l'épaisseur du trait. On n'est pas sur un sujet où il y a on ne sait pas très bien pour, contre, etc. Non, là on est sur un rejet qui est massif. C'est du jamais vu. Je ne sais pas quel est l'autre texte de loi que vous auriez en mémoire pour lequel un chef de l'État aurait maintenu alors qu'il y a quasiment la totalité des Français qui sont opposés. Et je cherche rapidement dans ma mémoire, mais je ne trouve rien de comparable. Vous attendiez à cette décision du Conseil constitutionnel ou elle vous a surpris ? Bon, je ne dirais pas que j'étais surpris, mais en tout cas, j'espérais que le Conseil adhérerait à ce que nous avions formulé comme remarque, parce qu'il y avait largement de quoi motiver une décision de rejet. Et donc tout ça est sujet à interprétation, et le Conseil a interprété comme il l'a fait. Interpréter, ça veut dire quoi ? Qu'il y ait un petit peu de politique dans cette décision, selon vous ? Ça veut dire qu'il y a une marge d'interprétation et qu'elle a été utilisée pour venir plutôt au secours du gouvernement que contester la décision qu'il avait prise. Et donc, il y a des interrogations à avoir. Je ne sais pas si c'est de la politique. En tout cas, ce serait de la mauvaise politique. Mais je crois surtout que... Mais ça vous interroge ? Je ne veux pas remettre à ce stade en question une décision qui a été prise. Nous avons des règles du jeu qui sont connues et qui sont celles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui. Ça n'empêche pas de réfléchir aux moyens de les changer. Mais au jour d'aujourd'hui,
on ne conteste pas une institution qui existe et qui est formée dans les conditions que vous savez. Donc, pour l'instant, c'est ça. Voilà. Donc, on ne conteste pas la décision, mais ça n'empêche pas de réfléchir à la façon dont on pourrait avoir une autre façon de procéder. On pourrait, par exemple, avoir demain des juges constitutionnels qui doivent être approuvés à la majorité par les deux assemblées. Ça pourrait être une solution. Donc, il faut revoir le mode de désignation pour vous ? Ouais. En tout cas, il faut réfléchir à une façon de rendre totalement indiscutables ces décisions, parce que je vois que d'autres que moi, aujourd'hui, contestent cette décision sur des bases qui sont... et je ne parle pas dans le monde politique, je parle même dans le monde des constitutionnalistes. Et donc, si on veut qu'on ait en fait une institution qui soit parfaitement respectée, le mieux c'est de faire en sorte qu'elle soit incontestable à tout point de vue. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut plus nommer de politique au Conseil constitutionnel, qu'il faut nommer par exemple uniquement des juristes ? Non, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui ont des parcours différents, mais ça suppose qu'ils aient l'adhésion de la majorité, enfin d'une majorité à l'Assemblée et au Sénat. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand on tire sa légitimité, non pas simplement de celui qui vous a nommé, mais d'assemblées différentes, eh bien, on se comporte de manière plus indépendante par rapport au pouvoir exécutif. Et c'est bien cette question-là qui est posée. Est-ce que le fait d'avoir à la tête du Conseil constitutionnel une ancienne figure du Parti socialiste, Laurent Fabius, vous avez donné un espoir ? Non, je pense qu'il se comporte comme le juge constitutionnel qu'il doit être, et donc qu'il n'y avait pas à en attendre plus de lui que d'un autre. Il a, voilà, quand on devient membre du Conseil constitutionnel, j'espère que c'est comme ça qu'on se comporte, c'est que on juge en droit et non pas simplement en fonction de ses amitiés passées. Le Conseil constitutionnel qui a donc invalidé votre première demande de RIP, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de la gauche ? Est-ce que vous reconnaissez qu'il était mal écrit ? Nous avons redéposé un second RIP. C'est bien la preuve que nous avions conscience du fait que le premier pouvait être retoqué. Et nous allons voir si le second l'est. Et le second, de mon point de vue, il est parfaitement admissible. Et il serait assez curieux que le Conseil constitutionnel l'invalide alors qu'il tient compte des remarques qui ont été faites dans l'audition que un certain nombre de nos représentants sont allés faire devant le Conseil. Et les questions qui ont été posées sur le premier RIP ont permis de modifier en fait le second et donc de faire en sorte que nous répondions aux attentes du Conseil. Donc nous verrons bien. Vous saviez qu'il serait invalidé le premier ? On se doutait qu'il le serait. Parce qu'il était mal écrit. C'est pas qu'il était mal écrit, c'est qu'en tout cas, il correspondait pas au canon de beauté du Conseil constitutionnel. Là aussi, il y a une réserve d'interprétation qui est très forte. Et donc, comme les textes sont flous, eh bien, ça laisse aussi une grosse marge d'interprétation. Et cette marge, il faut la réduire. Et donc, j'espère bien que le deuxième RIP sera adopté et que nous pourrons ensuite aller chercher les 4,7 millions de signatures et imposer au chef de l'État un référendum. Sauf que ça va prendre du temps, même s'il est validé le 3 mai. Ensuite, vous avez 9 mois pour chercher les signatures. Ensuite, il y a 6 mois pour que le texte soit examiné. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner de faux espoirs aux Français ? Mais je ne cherche pas à donner de l'espoir, je cherche à mener une action. On n'a pas à espérer, on n'est pas en train d'attendre le grand soir. On est en train de se dire qu'il y a encore des moyens d'avancer, de faire plier le gouvernement. Et donc, ça suppose d'agir au fur et à mesure et donc de chercher tous les moyens qui permettent d'agir. Et la réalité politique, c'est qu'il est très difficile pour un gouvernant, quel qu'il soit, de gouverner contre son propre peuple. Et donc, nous devons le matérialiser par des manifestations, par un RIP éventuellement qui permet d'aller chercher des signatures, par des propositions de loi que nous déposons et qui permettent de revenir sur la loi qui a été votée. Tout ça, c'est de la politique. C'est une façon de dire, bien non, on ne passe pas à la séquence suivante et donc on a arrêté, on arrête tout et on reste sur le sujet pour empêcher le chef de l'État de faire ce qu'il veut. Parce Mais vous pensez vraiment que le référendum verra le jour ? Je l'espère, je ferai tout pour ça. Moi, encore une fois, je n'espère pas, j'agis pour que ça marche. Parce que si vous réussissez à avoir les 4,8 millions de signatures, le Parlement peut se saisir du texte et il y a quand même de grandes chances que le Sénat le rejette. Oui, je sais bien, mais il y a un fait politique. Si vous avez 4,7 millions de signatures qui sont déposées, c'est un fait politique majeur. Et en réalité, juridiquement, là encore, il est possible de contourner. Mais est-ce qu'il est possible politiquement de le faire ? Je ne le crois pas. Je pense qu'à un moment, soit il y a le retrait, soit il y a le référendum. Mais on ne peut pas s'asseoir comme ça sur des millions de gens qui manifestent par leur signature, par leur engagement, leur volonté d'un référendum.
Le retrait, ça paraît compliqué maintenant que la loi est promulguée, mais vous allez déposer, vous allez nous dire, une proposition pour abroger cette réforme. Vous allez la déposer quand? Vous allez la déposer à l'Assemblée nationale, au Sénat? C'est uniquement le Parti socialiste ou c'est avec la NUP? Nous avons proposé à nos partenaires de le faire, et donc nous allons voir qui est prêt à s'y ajouter, et ensuite nous déposerons dans les deux assemblées. Dans les deux assemblées. Et pour le moment, c'est uniquement le PS? La NUP vous apparaît? C'est une proposition que nous avons faite et nous n'avons pas eu de rencontre depuis, donc on verra ce qu'il en est demain, puisque c'est le mardi que nous nous réunissons. Mais vous souhaitez que la NUP s'associe à l'Assemblée? Oui, bien sûr. Mais je souhaite qu'on donne le plus de force possible dès les signatures et montrer que là aussi, il y a des gens qui sont prêts à revenir, à ne pas laisser passer, et que cette volonté se manifeste par tout moyen. Vous la déposerez quand? Le plus rapidement possible? Oui, elle est déjà rédigée. Vous préparez également une motion de censure? C'est une discussion que nous devons avoir demain, puisqu'elle est proposée par certains. Moi, je souhaite que nous puissions aller à la motion à une seule condition, c'est qu'elle permette de conforter un rapport de force à minima qui était celui de la dernière motion de censure. Si c'est une motion qui est moins bien votée, ça affaiblirait au contraire la contestation, donc je souhaite qu'on en reste là. Donc c'est-à-dire que vous êtes obligé de discuter avec le groupe Lyot? Oui, par exemple. Mais enfin, j'attends de voir quelles sont les réactions au Parlement, et ensuite on verra. Donc c'est pas sûr? Ça demande une discussion. Ça suppose, comme toujours, en fait, je suis pas pavlovien, donc j'essaye de réfléchir à chaque fois quand on avance. Vous évoquez la séquence suivante, celle à laquelle justement vous ne voulez pas passer. Marine Le Pen, elle, manifestement, souhaite y passer, puisqu'elle demandait ce week-end, une demande qu'elle réitérait d'ailleurs, une dissolution de l'Assemblée nationale. Vous y verriez un intérêt? Mais j'ai pas besoin de Marine Le Pen pour savoir ce que je pense. Donc moi j'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours dit que quand on a une situation d'impasse, et c'est le cas aujourd'hui, eh bien il faut revenir devant le peuple souverain. C'est de deux façons, soit le référendum, soit la dissolution, et une solution comme l'autre me conviennent parfaitement. Je souhaite que les Avec Français... le risque que comporte une dissolution, justement, d'offrir plus de sièges au Rassemblement national? Mais dans tout vote, il y a un risque. Moi, je ne peux pas préjuger de ce que disent les Français avant même qu'ils aient voté. Mais je suis un démocrate aussi. Et donc, je me plie à la décision des Françaises et des Français. Si les Français demain disaient par la voie référendaire qu'ils sont favorables au texte des 64 ans, eh bien, je me plierai à leur décision. Je ne suis pas, contrairement à Emmanuel Macron, je ne pense pas avoir raison contre les Français. Il y a un moment où c'est eux qui choisissent. Et en tout cas, c'est comme ça que nous avons défini la démocratie. Donc, si demain les Français choisissent de conduire une majorité qui n'est pas celle que je souhaite, je m'y plie. Si demain les Français souhaitent cette réforme à 64 ans, je m'y plie aussi. Simplement, comme je lis comme vous les sondages et comme j'écoute les Français, je me dis que j'ai plus de chances qu'Emmanuel Macron de l'emporter. Mais comment vous expliquez que ce soit, en tout cas selon les sondages, plus le Rassemblement national que la gauche qui tire profit de cette séquence? C'est assez simple à comprendre. En fait, quand vous avez aujourd'hui des gens qui manifestent derrière l'intersyndicale et qui se disent « mais c'est fou quand même, on est des millions à manifester ». Et les sondages attestent le fait que c'est pas seulement les gens dans la rue, c'est en fait une immense majorité. Et que malgré tout, il ne se passe rien. Et que le chef de l'État continue à avancer comme si seul il pouvait décider pour tous. Forcément, il y a des gens qui, dans leur colère, se disent finalement, il faut la méthode forte. Il faut tout basculer et il faut peut-être faire bouger les lignes en allant voter jusqu'à l'extrême droite. Mais ça, c'est la responsabilité du chef de l'État. C'est lui qui nourrit au fur et à mesure ce sentiment de colère, de ressentiment, et avec des gens qui soit partent dans l'abstention, considèrent qu'il n'y a plus rien à faire, soit considèrent que il faut choisir le pire parce que c'est peut-être la seule façon de faire bouger les choses. Et donc, c'est une responsabilité immense que le chef de l'État prend quand il n'écoute pas des millions de gens qui viennent lui dire « nous ne voulons pas de cette réforme ». Mais pour vous, c'est le chef de l'État. Il n'y a pas d'échec de la stratégie de la gauche? Écoutez, la gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bat depuis des mois pour dire cette réforme, on n'en veut pas. Donc il peut y avoir des désaccords sur des points, sur des sujets tactiques au Sénat, à l'Assemblée, etc. Enfin, c'est dérisoire par rapport à la question de fond. Et les Français s'intéressent assez peu à la procédure parlementaire. Ce qui les intéresse, c'est de savoir quel est le résultat. Ils disent, on ne veut pas cette réforme, et ils voient le chef de l'État qui dit, ça m'est égal, vous n'êtes rien. Eh bien, écoutez, c'est ça qui crée du dégoût, qui crée du désœuvrement, et c'est ça qui crée aussi, effectivement, parfois, des gens qui filent à l'extrême droite en se disant, au moins comme ça, on casse tout. Une gauche qui tente de s'organiser, poursuivre sa réorganisation dans le cadre de la NUPES, une NUPES qui continue de diviser, y compris dans votre camp, au Parti socialiste, qui pose des questions au PC, ça ne vous a pas échappé à Marseille. Est-ce que le modèle de la NUPES n'a pas atteint ses limites ? Je ne sais pas ce que vous appelez ses limites. Si la question c'est
est-ce que la NUPES l'a emporté au mois de juin? La réponse, c'est non. Donc, effectivement, ça suppose qu'on se pose des questions. Et surtout qu'on cherche à s'élargir. On ne peut pas se replier tous les partis. Je comprends que dans chaque parti, il y a des gens qui veulent se replier sur eux-mêmes et qui considèrent que plus on est petit, plus on est grand. Mais non, en fait, plus on est petit, plus on est petit. Et donc, ça suppose de se dire qu'il y a un socle. Le socle, c'est ce que nous avons construit au mois de juin. Mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut s'élargir maintenant aux Françaises et aux Français qui se sont engagés dans le combat contre la réforme des retraites, aller chercher celles et ceux qui, dans la société civile organisée ou pas, sont prêts à avancer avec nous, faire en sorte que ce soit non pas un plafond, mais un plancher, la NUPES. Et donc, c'est le socle. À partir de là, on avance, on construit les étages supérieurs qui permettent à un moment d'arriver à une majorité. Parce que 30% des voix pour la gauche à l'élection présidentielle et puis ensuite dans les élections législatives, ça ne suffit pas. Ça suppose d'aller plus loin. Y compris dans le cas des européennes ? Mais dans toutes les élections européennes sont une élection particulière parce que là, il n'y a pas de majorité à aller chercher puisque c'est une élection à la proportionnelle et que c'est dans une assemblée qui est bien plus large que la France et qui est l'Assemblée européenne. Donc c'est un peu différent. Mais pour toutes les autres élections, oui, bien sûr, ça suppose de chercher en fait une majorité claire. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut des listes communes ou pas? Hier, Manuel Bompard a lancé un appel à la gauche en disant souhaiter des listes communes, quitte à se ranger derrière un candidat écolo. C'est aussi votre avis? Mais c'est une possibilité qui a été émise depuis longtemps par l'AFI. Et moi, j'ai toujours répondu la même chose. Ça n'est pas, en fait, l'alliance qui fait le projet, c'est le projet qui doit faire l'alliance. Et donc, ça suppose que sur la question européenne, il y ait des convergences, qui soient des convergences fortes, qui permettent d'avancer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de liste commune? Vous avez compris ce que je disais. En fait, quand on a un projet qui est différent, il suppose en fait des listes différentes, surtout dans un scrutin proportionnel. Si au contraire on a des projets qui convergent, là il n'y a aucune justification à faire différemment. Surtout que les écolos sont opposés à une liste commune. Vous, comment ça va se passer? Est-ce que vous referez l'attelage avec Place Publique ou est-ce qu'il y aura une liste socialiste? Ça sera débattu dans le Parti socialiste et donc moi je souhaite effectivement qu'on continue à travailler avec des gens qui ont fait le boulot, qui ont montré aussi leur capacité à entraîner sur de grands sujets l'ensemble de l'opinion publique à la fois nationale et même parfois européenne. Et donc Raphaël Glucksmann doit être encore votre tête de liste. Et donc Raphaël Glucksmann a parfaitement sa place et ce n'est pas simplement l'amitié qui parle, c'est aussi la reconnaissance d'un travail qui a été fort bien accompli pendant tout ce temps. Hier, Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance, disait ceci: c'est dommage que le PS et le groupe socialiste soient à la remorque de LFI parce que ce n'est pas leur identité politique. Que lui dites-vous? Je rigole. Franchement. Est-ce que, en fait, comment s'appelle-t-il? Stéphane Séjourné. Vous croyez que c'est lui qui donne des leçons au PS sur ce qu'il doit faire ou pas? Alors je sais bien que, en général, tous ceux qui ont un jour trahi leur famille d'origine trouvent une justification très facile au fait que nous ayons bâti une alliance avec l'ensemble des forces de gauche. Ça leur donne bonne conscience. Ils sont heureux comme ça. En fait, ça leur dit, ça les lave de tous leurs péchés originels, croient-ils. Mais la réalité, c'est que même bien avant la NUPES, ils avaient déjà trahi depuis longtemps. Et donc, ils n'ont aucune leçon de gauche à donner à qui que ce soit. Quand on est, en fait, dans le parti qui soutient les 64 ans, qui soutient la baisse des allocations au chômage, qui soutient la répression des migrants, etc. Enfin, je ne sais pas ce qui les lie encore à leur passé. Et donc, je crois que c'est... Bon, pour vous, il n'y a pas d'élargissement de la majorité à gauche. C'est drôle. Il n'y a pas d'élargissement à gauche possible. Mais à gauche, bien sûr qu'à gauche, on peut continuer à s'élargir. Mais il n'y a pas d'élargissement de la majorité présidentielle du côté de la gauche. Parce que certains de la gauche cherchent à faire ça. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Stéphane Séjourné, qui est patron de Renaissance, est encore à gauche? Moi, je veux bien m'élargir à des gens qui sont à gauche. Après, il y en a d'autres. Il y a Olivier Dussopt, il y a Clément Beaune. Vous me suggérez, en fait, de dire qu'on va s'élargir à Olivier Dussopt? La réponse, elle est immédiatement non, effectivement. Mais c'est pas... Enfin, moi, je suis pas dans un truc pareil, je suis dans un truc qui permet de dire à des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui ont pensé que c'était lui le meilleur barrage de l'extrême droite, qui ont pensé qu'il allait mener peut-être une politique qui serait équilibrée entre la droite et la gauche et qui sont très déçus aujourd'hui. J'en vois plein qui dans la rue me disent « Moi j'ai voté Emmanuel Macron, mais je ne le referai pas ».
Bon, eh ben effectivement, ces gens-là, il faut s'élargir à eux, il faut leur dire, écoutez, il y a une place pour vous et nous allons travailler ensemble. Il ne s'agit pas de faire des huis clos dans chaque parti, mais non, nous allons nous ouvrir à toutes celles et ceux qui veulent avancer avec nous. Et puis, après, on verra quels sont ceux qui sont prêts à nous rejoindre. Mais il y a eu dans la dernière législature des gens qui ont quitté La République En Marche. Je pense à des gens qui sont chez les écologistes, avec Aurélien Taché. Je pense à Émilie Cariou, qui a rejoint la direction du PS et qui est venue nous rejoindre et qui s'occupe aujourd'hui d'économie et de finances dans notre direction. Pourquoi l'a-t-elle fait? Parce qu'à un moment, elle s'est rendue compte qu'elle faisait fausse route avec des gens dont elle avait sincèrement cru qu'ils pouvaient être dans une forme d'équilibre qui lui convenait. Cet équilibre, elle ne l'a pas trouvé. Donc elle a pris sa responsabilité et elle est partie. Et moi, c'est des gens comme ça qui m'intéressent. C'est des gens qui, à un moment, se disent, bon, on a fait fausse route, et qui sont capables de le reconnaître et d'avancer, et ensuite d'approuver le rassemblement de la gauche et de l'écologie, parce qu'il est le seul qui permet d'engager demain les ruptures nécessaires. Moi, je ne veux pas qu'on ait une coalition qui soit simplement là pour coller des rustines. Je veux une coalition qui soit capable d'engager le changement démocratique, le changement écologique, le changement social. Voilà, c'est ça qu'on a, le changement féministe. Comme tous ces éléments-là supposent une majorité large, une majorité confortable qui permette demain d'assumer de grandes transformations. Et donc ça suppose d'aller chercher plus loin. Sur ce qui se passe au sein de votre parti, est-ce que le résultat de la législative en Ariège, où la dissidente socialiste a battu la candidate de la NUP que vous souteniez, vous a affaibli au sein du Parti socialiste ? Bon, écoutez, Ariane Mancini, j'aime beaucoup l'Ariège et j'aime beaucoup les conclusions qu'on tire d'une législative partielle. Mais vous savez qu'hier soir, il y a eu des élections législatives partielles encore. Il y a un candidat donc de génération et qui appartient à la génération NUPES qui a été élu à 67%. Est-ce que ce matin, vous me demandez si nous devrions tous être confortés ou tous rejoindre le mouvement Génération, parce qu'il serait l'avenir de la gauche. Vous savez que ça a créé des remous au sein de votre parti. Mais ça crée des remous, mais évidemment, il y a des gens qui cherchent à tirer. Mais est-ce que vous tirez des conclusions identiques de toutes les partielles? Vous avez une élection partielle, comme son nom l'indique, elle est partielle, dans une circonscription qui est l'une des... Il n'y a pas de conséquences nationales. Qui est l'une des 2 meilleures circonscriptions pour la gauche en France. C'est une circonscription exceptionnelle puisque vous avez même 2 candidats de gauche au second tour. Est-ce que vous pensez que cette situation est reproductible partout ailleurs en France? C'est pas vrai. En fait, la réalité, c'est que en général, c'est même compliqué pour un candidat de gauche d'être au second tour. Donc, si vous faites en sorte de généraliser cette situation en Ariège, vous vous trompez et donc ça ne marche pas. Voilà. Donc, essayons de rester dans une forme de logique. Je vois bien qu'il y a des tas de gens qui ont intérêt à dissoudre la coalition. Et je vois bien que toute la presse de droite qui a fait les gorges chaudes de cette circonscription de l'Ariège, comme s'il s'agissait en fait d'une élection générale. Mais pourquoi le font-ils? Est-ce qu'il y a des gens qui ont intérêt, à accréditer cette thèse que plus la gauche se fragmente, plus elle est forte. Mais c'est faux. Plus la gauche se fragmente, moins elle est forte. Et donc, depuis toujours, et depuis Jean Jaurès, la bataille pour l'unité est une bataille qui est centrale. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule qui permet d'engager le changement. Autrement, vous pouvez trouver des majorités de circonstances qui permettent peut-être de coller des rustines, mais qui ne permettent jamais, jamais de faire les grandes réformes dont nous avons besoin. Donc pour vous, ça ne doit pas avoir de conséquences. Est-ce que Nicolas Meyer-Rossignol, qui a des positions souvent divergentes avec vous, peut rester premier secrétaire délégué? Mais moi, ça m'est égal. Il est délégué aujourd'hui à rien, puisqu'il a refusé tout. Tout ce qu'on lui a proposé, on lui a proposé de travailler sur les européennes, il a refusé. Enfin, on l'a proposé de faire une majorité ensemble, il n'en veut pas. Bon, donc il continue son chemin. Moi, je ne suis pas là pour faire la police. Je suis un démocrate, il dit ce qu'il veut. Mais en tout cas, il y a une ligne aujourd'hui au Parti socialiste. C'est une ligne qui est une ligne claire. C'est une ligne de rassemblement. C'est une ligne aussi qui permet la transformation sociale. Moi, je suis dans un parti de transformation. Je ne suis pas un parti, comme je viens de le dire, qui est juste là pour coller des rustines, pour faire un peu mieux que voisin. Voilà. Un dernier mot rapidement sur un autre sujet dans l'affaire du fonds Marianne contre le séparatisme. Il y a une enquête de Marianne et de France 2 qui a révélé une utilisation opaque de ce fonds créé par Marlène Schiappa en 2021. Claude Raynal, le président socialiste de la Commission des finances, demande au gouvernement de lui transmettre l'ensemble des documents concernant ce fonds d'ici mercredi. Qu'attendez-vous de cette initiative? Tout. Et Claude Raynal a eu raison de le faire, et les pouvoirs qui lui sont conférés par la présidence donc de la Commission des finances doivent lui permettre d'accéder à ces documents. C'est un scandale total d'avoir aujourd'hui une ministre
qui, en fait, a utilisé la mémoire de Samuel Paty pour en faire un instrument politicien au service de ses propres amis. Et donc, oui, il y a un sujet, et j'espère que, y compris cette ministre, viendra y répondre, et même dans Playboy, elle peut venir expliquer ce qu'elle a fait de l'argent, parce que c'est quand même un sujet incroyable que d'instrumentaliser à ce point un sujet grave qui est celui du séparatisme qu'elle avait mis en avant, donc sur lequel elle s'est fait un nom pour ensuite l'utiliser, l'instrumentaliser à des fins purement politiciennes. Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. Merci. Merci et on passe au Club des Territoires.